Aujourd'hui, il existe littéralement des milliers de crypto-monnaies différentes. Ça peut donc vite être très compliqué de s'y retrouver et de savoir dans quelle crypto il vaut mieux investir. Pourtant, c'est maintenant qu'il faut s'y intéresser, car le bull run des cryptos va probablement bientôt démarrer, et d'ici quelques semaines, les altcoins auront peut-être déjà explosé. Mais ne vous inquiétez pas, car il existe une technique ultra efficace pour simplement savoir dans quelle crypto investir, pour espérer faire les plus gros multiples lors du bull run. En fait, faut savoir qu'en crypto, tout comme dans tous les domaines, il y a des tendances. Ces tendances, ça peut être l'intelligence artificielle ou le gaming par exemple. Et ces tendances en crypto, c'est ce qu'on appelle des narratifs. Et ce sont les cryptos qui sont positionnés sur les narratifs les plus attractifs qui ont le plus de chances de faire les meilleures performances. Du coup, ça fait des mois que je m'intéresse à fond aux différents narratifs crypto. J'ai d'ailleurs déjà fait plusieurs vidéos très complètes sur des narratifs majeurs. J'ai fait des vidéos sur des projets situés dans à peu près tous les narratifs possibles. J'ai même poussé le truc assez loin en faisant moi-même des maps pour répertorier tous les projets de certains gros narratifs. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais pouvoir vous présenter plus de 15 narratifs crypto majeurs en attribuant une note de 1 à 4 pour évaluer leur potentiel. Pour chaque narratif, je vous expliquerai pourquoi je pense qu'il peut mieux ou moins bien performer que les autres. Et pour les narratifs que je trouve les plus prometteurs, je vous dévoilerai quelques cryptos qui ont pour moi un très bon potentiel. À la fin de la vidéo, je vous donnerai même quelques astuces pour se construire un portefeuille en utilisant ces narratifs. Si vous voulez soutenir mon travail, le meilleur moyen, c'est vraiment de vous abonner à la chaîne. Sinon, vous pouvez aussi liker la vidéo, la commenter, la partager à vos potes, c'est toujours très utile. Mais avant de passer en revue les différents narratifs et les cryptos que j'apprécie dans les meilleurs narratifs, on peut préciser ce qu'est un narratif et comment les détecter. Un narratif crypto, faut voir ça comme une tendance qui va séduire et capter l'attention des investisseurs. En 2021 par exemple, un des narratifs principaux, c'était la DeFi, donc la finance décentralisée. Tout le monde parlait de ça, tout le monde pensait que c'était le futur et tout le monde avait envie d'investir dedans. Un narratif en crypto, c'est donc associé à une catégorie de crypto appartenant à un secteur en particulier. Dans mon exemple précédent, il y avait la DeFi, mais en intro, j'ai aussi mentionné l'intelligence artificielle et le gaming. Un narratif, c'est donc un secteur autour duquel un engouement va se former, ce qui va augmenter la visibilité des cryptos de ce narratif, ce qui va influencer la perception des investisseurs sur la manière dont ils valorisent les cryptos de ce narratif, et qui va généralement entraîner un afflux d'argent et une hausse des prix des cryptos de ce narratif. À chaque bull run, il y a donc des narratifs qui performent mieux que d'autres. C'est donc crucial d'arriver à identifier les meilleurs si on veut faire les plus gros gains en bull run. En 2021, c'était par exemple le narratif DeFi, le narratif des blockchains de smart contracts et le narratif autour du metaverse qui ont fait les meilleures performances. Ensuite, faut aussi prendre en compte les rotations de narratifs, car un narratif peut dominer pendant quelques mois, puis être remplacé par un autre qui attire davantage d'attention et de liquidité. Alors comment détecter un bon narratif et comment détecter les rotations de narratifs? Déjà, on peut anticiper un narratif en identifiant les secteurs qui attirent le plus d'investissements et où de nombreux projets prometteurs se construisent, car c'est souvent là que les nouvelles tendances émergent. On peut également chercher des secteurs avec des cas d'utilisation pertinents ou qui répondent à des besoins concrets, car les projets de ces secteurs ont plus de chances de gagner en popularité. Ensuite, les réseaux sociaux comme Twitter sont vraiment un excellent indicateur, car en passant des centaines d'heures dessus, on peut voir ce qui intéresse et ce qui enthousiasme le plus les gens. Et puis une autre technique très utile, c'est de repérer les secteurs dans lesquels on retrouve les cryptos qui ont le mieux performé en début de cycle, c'est-à-dire en 2023-2024, car ce sont ces cryptos qui ont le plus de chances d'aussi performer en bull run, c'est-à-dire en 2025. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo maintenant, car si l'histoire se répète et que Bitcoin reproduit les mêmes mouvements que sur les précédents cycles, on est aux portes de la seconde phase haussière du bull run, qui est censée être la plus explosive pour les altcoins. Donc on est peut-être au dernier meilleur moment pour constituer son portefeuille avant le bull run. Alors le premier narratif, c'est celui de la confidentialité. En gros, ce narratif regroupe les cryptos qui jouent le rôle de monnaie confidentielle, ainsi que les projets qui développent des technologies pour rajouter une couche de confidentialité sur les applications décentralisées. Je n'ai mis qu'une flamme sur 4 sur ce narratif, pour deux raisons assez simples. Déjà, les États détestent ce genre de crypto confidentiel, car le but de ces cryptos, c'est justement d'échapper totalement à leur contrôle, en étant complètement intraçable et anonyme. Une des cryptos les plus utilisées sur le dark web, c'est justement une crypto confidentielle, appelée Monero. Les régulateurs ont donc ces cryptos dans le viseur, et on a par exemple vu qu'ils faisaient en sorte que ces cryptos soient délistées des exchanges crypto, c'est-à-dire qu'on enlève ces cryptos des places de marché principales pour les rendre beaucoup plus dures à acheter. Ensuite, outre le fait que les États ne veulent pas de ces cryptos, la plupart des gens s'en foutent de la confidentialité. Si on leur demande si ça les importe, ils vont dire oui. Mais en vrai, on a déjà vu qu'il y avait eu plein de scandales comme quoi les réseaux sociaux récupéraient nos données, et ça n'a rien changé à leur utilisation massive. À la limite, c'est une petite fonctionnalité en plus, mais pour l'instant, c'est clairement pas quelque chose pour laquelle les gens vont se battre.
Du coup voilà, je suis très pessimiste sur la confidentialité en tant que narratif. C'est pas un narratif sexy pour les gens et pour les fonds d'investissement. Par contre, je suis très bullish, je suis très optimiste sur la confidentialité en tant que brique technologique qui peut être ajoutée à certaines applications. On a par exemple la technologie Zero Knowledge ou encore la technologie FHE, dont j'ai parlé en long et en large dans cette vidéo, où je vous explique en quoi c'est ultra pertinent d'avoir une couche de confidentialité sur plein de cas d'utilisation différents. Donc voilà, si je dois vous parler de quelques cryptos, je suis très pessimiste en termes de prix sur les cryptos qui font office de monnaie confidentielle, comme Monero ou Zcash. Je suis pas très optimiste non plus sur l'attractivité des layers 2 d'Ethereum qui sont très axés confidentialité, comme Aleo ou Aztec. Par contre, je peux être optimiste sur certains projets qui mélangent confidentialité avec d'autres cas d'utilisation, donc qui sont à cheval entre plusieurs narratifs, comme par exemple la confidentialité et l'intelligence artificielle. Et dans cette catégorie, on va avoir des projets comme Zama, Nilion ou même Oasis, même si je connais moins bien ce projet. Le deuxième narratif dont je voudrais parler rapidement, c'est celui des NFT. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, au moins en 2021-2022, les NFT c'est l'acronyme de Non-Fungible Token, c'est-à-dire des tokens non fongibles. Donc pour la plupart des gens, les NFT ce sont des images, car oui un token non fongible peut prendre la forme d'une image, et ce sont les collections d'images comme les singes Bored Ape qui ont fait le plus de bruit en 2021, mais ces tokens non fongibles, ça peut aussi être des musiques, des vidéos, des billets d'avion ou des tickets pour un concert. Le but du NFT, ça va surtout être de jouer le rôle de certificat numérique qui prouve que vous êtes bien le propriétaire d'un certain objet numérique. On pourrait donc par exemple aussi s'en servir pour attester l'authenticité et que vous êtes bien le propriétaire d'une certaine œuvre d'art ou d'une certaine montre. Je n'ai mis qu'une seule flamme au narratif NFT, car oui en 2021 la hype était énorme et il y avait beaucoup d'argent à la clé, mais aujourd'hui la hype est complètement descendue et pour l'instant on n'a pas de signe de reprise haussière. Les volumes des plateformes d'échange de NFT ne font que diminuer et sont à des niveaux ridicules par rapport à 2021. Le prix des collections principales de NFT de 2021 comme les fameux Bored Ape ne font également que baisser, sans signe de retournement. Après, je ne pense clairement pas que les NFT sont morts. Déjà, je pense que les NFT en tant que technologie ont plein de cas d'utilisation intéressants. Mais en termes de spéculation, pour un débutant ou un intermédiaire, je pense que pour l'instant, c'est juste beaucoup trop risqué. Oui, il y a des coups à jouer en tant que spéculateur sur certaines nouvelles collections NFT, mais c'est pas quelque chose que je recommanderais à un débutant. Le troisième narratif était aussi un des top narratifs de 2021, c'est le narratif Metaverse. Alors Metaverse, faut voir ça comme un genre de monde virtuel où les gens peuvent interagir et vivre des expériences numériques comme dans la vie réelle, souvent grâce à la réalité virtuelle augmentée. Et en crypto, le narratif Metaverse, c'était l'idée qu'en plus de ça, on pourrait jouer et posséder des objets numériques grâce à la blockchain. De base, tout le monde se foutait un peu de ça, car c'était beaucoup trop futuristique et pas très concret. Mais en 2021, le géant Facebook a fait le choix de se renommer en Meta, et ce simple rebranding a suffi à créer tout un narratif dans le Web3, et suite à ça, de nombreuses cryptos positionnées dans ce narratif ont explosé. Mais du coup voilà, je ne mets qu'une flamme à ce narratif, car pour moi c'était surtout une hype passagère grâce au rebranding de Meta, en pleine folie de bull run. Aujourd'hui, je pense qu'on est encore à quelques années minimum avant de pouvoir avoir des expériences de métaverse intéressantes à grande échelle. Et sans un catalyseur énorme comme celui de 2021, je vois pas comment la hype pourrait reprendre. Même la sortie du casque de réalité virtuelle d'Apple, le Vision Pro, n'a pas réussi à relancer cette hype. Et puis il y a quelques projets Web3 qui commencent à proposer des trucs sympas dans ce domaine, mais c'est pas la folie. C'est pour ça que pour l'instant, je reste loin de ce narratif. Le quatrième narratif, c'est celui des réseaux sociaux décentralisés, qu'on peut appeler DeSoc ou SocialFi si on ajoute l'aspect finance. Ici, pas besoin d'expliquer ce que c'est, tout est dans le nom. Ce sont des réseaux sociaux décentralisés avec des fonctionnalités spéciales Web3. Je trouve que le secteur de la SocialFi est très intéressant, car le Web3 pourrait répondre à plein de problématiques de réseaux sociaux Web2. Les réseaux sociaux décentralisés pourraient nous permettre d'avoir un bien meilleur contrôle sur nos données, sur la censure, une meilleure transparence sur les algorithmes, etc. Ça pourrait nous permettre de détenir réellement nos contenus et notre audience, et de ne plus être dépendant d'une seule plateforme. Ça pourrait grandement améliorer le partage de valeur entre la plateforme et créateurs de contenu, en plus de nous offrir plein de nouvelles opportunités de monétisation. Enfin bref, sur le papier, c'est très prometteur. Alors pourquoi je n'ai mis qu'une seule flamme à ce narratif ? Déjà, faut savoir que c'est ultra compliqué de lancer un réseau social à succès. Il y a vraiment besoin d'avoir une masse critique, et c'est déjà la guerre dans le Web 2. En plus dans le Web 3, on a déjà des réseaux sociaux comme Twitter ou Telegram qui sont largement répandus. Et pour l'instant, on n'a pas encore d'appli de réseau social décentralisé qui a vraiment réussi à attirer une masse critique, ou à démontrer à quel point les nouvelles opportunités de monétisation est intéressantes. On a quand même des solutions comme Farcaster qui sont intéressantes, et qui sont utilisées par certains OG de la crypto, mais voilà, ça reste assez niche, même si on commence à entrevoir le potentiel. Pour moi, on a vraiment besoin d'une killer app ou d'une killer feature ou d'un gros catalyseur Web 2 pour créer un engouement autour de ce narratif. Donc pour l'instant, je ne mets qu'une seule flamme à ce narratif, car factuellement il n'y a pas beaucoup d'attrait pour les cryptos de ce narratif, et je reste attentif à ce qui s'y passe, car le vent peut tourner très rapidement. Du coup j'ai pas forcément de crypto à vous recommander, car pour moi c'est vraiment pas sûr qu'elle performe. Après si vous voulez simplement vous intéresser à ce secteur, je vous conseille par exemple d'aller voir du côté de Lens, de Farcaster ou de Luxo.
Le cinquième narratif dont je vais vous parler, c'est un narratif qui peut potentiellement beaucoup plaire aux investisseurs, c'est celui du gaming, aussi appelé GameFi. Faut savoir que l'industrie du jeu vidéo est colossale et que ce secteur génère à lui seul plus d'argent que l'industrie du film, de la musique et de la télévision, les trois réunis. Le gaming c'est quelque chose qui parle aux gens, car tout le monde a déjà joué à un jeu vidéo, donc c'est un narratif potentiellement beaucoup plus fun et sexy. Le Web3 peut faire émerger dans les jeux vidéo des dimensions économiques, où les joueurs peuvent devenir réellement propriétaires de leurs personnages, de leurs objets, et où ils peuvent ensuite les échanger et les revendre sur des marketplaces. Au dernier cycle, ce narratif a eu pas mal de succès, mais le problème à l'époque, c'était que les infrastructures blockchain n'étaient pas prêtes à accueillir des jeux vidéo Web3 avec beaucoup d'utilisateurs. Et de manière générale, jusqu'à présent, les jeux Web3 ont toujours été très mauvais, car un jeu AAA, ça prend des années à être développé. C'est pour ça que pour l'instant, je ne mets que deux flammes à ce narratif, car pour moi les jeux Web3 actuels sont trop inférieurs à leurs équivalents Web2. Mais ça peut changer assez vite, car il y a peut-être des bons jeux Web3 qui sont en développement depuis 2021-2022, qui vont finir par sortir en 2025 en plein bull run, et qui propulseront le narrative gaming sur le devant de la scène. Donc honnêtement, le narrative gaming est un des narratifs sur lesquels je suis le plus prêt à faire évoluer mon avis sur son potentiel, et le faire passer de 2 à 3 flammes, voire à 4 flammes si on a vraiment des projets de fous qui émergent. Et puis on peut quand même noter qu'on a récemment vu apparaître le jeu Off the Grid, qui a beaucoup fait parler de lui, car il a fait des partenariats avec une partie des plus gros streamers du monde, vu que c'est un jeu assez qualitatif avec du budget. Et faut savoir que ce jeu incorpore des éléments du Web3, mais ils sont cachés, c'est-à-dire qu'un joueur Web2 ne se rend pas compte qu'il interagit potentiellement avec la blockchain et les NFT. Et c'est très bien, c'est ce qu'il faut pour l'adoption de cette technologie, mais derrière, peut-être que ça va empêcher les investisseurs crypto de s'enthousiasmer vraiment autour. On peut par exemple noter que ce jeu utilise la blockchain Avalanche, mais le token AVAX n'a pas trop bougé avec l'annonce du jeu. Sinon, si on veut parier sur ce narratif, je pense que c'est risqué d'essayer d'identifier le jeu pépite qui va exploser. Et du coup, à la place, on peut parier sur des plateformes de jeux Web3. Personnellement, c'est Immutable X que je trouve plutôt cool dans cette catégorie. Après, je connais clairement pas tous les projets. Je sais qu'en France, il y a le projet Ultra qui a été bien apprécié au dernier bull run. Moi, c'était aussi un de mes projets préférés à l'époque, mais malheureusement, depuis 2021, le projet n'a pas eu une trajectoire idéale, on va dire. Ensuite, pour le sixième narratif, c'est un peu particulier, car c'est un gros narratif qui englobe plein de narratifs. Ce gros narratif, c'est celui des blockchains modulaires. Mais vu que c'est trop généraliste, on va le décomposer en 6 narratifs qui ont tous pour moi un potentiel entre 2 et 3 flammes. Je vais pas vous prendre la tête à vous expliquer ce qu'est la modularité maintenant. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Mais en gros, les blockchains modulaires, c'est l'idée qu'on peut séparer les fonctions d'une blockchain en modules spécialisés, comme des Lego qu'on pourrait assembler pour rendre les blockchains plus efficaces, plus scalables, plus adaptables, et donc résoudre les limites des blockchains traditionnelles. Alors tout d'abord, on va avoir les layers 2, et donc le narratif autour des layers 2. Les layers 2, ce sont des blockchains construites en surcouche d'autres blockchains pour rendre les transactions plus rapides et moins coûteuses, tout en bénéficiant de la sécurité de la blockchain sous-jacente. Généralement, ces layers 2 vont se construire sur Ethereum, car Ethereum est la blockchain avec le plus gros effet de réseau et qui est aussi la plus sécurisée. Les layers 2 aujourd'hui, il y en a plein, qui ont tous leurs spécificités. Il y en a des plus ou moins scalables, des plus ou moins sécurisés, des plus ou moins confidentiels, il y en a qui ont déjà un bel effet de réseau et d'autres non, etc. Ces layers 2 sont donc essentiels pour rendre Ethereum scalable et utilisable par des dizaines de millions de personnes. Le problème, c'est que la grande majorité de ces layers 2 se sont lancés récemment et ont fait des airdrops qui ont déçu beaucoup de gens. Pour les débutants, c'est peut-être pas très clair ce que je viens de dire, mais retenez juste que certaines personnes sont fâchées contre les layers 2 à cause de la façon dont ils ont lancé leurs tokens. Aussi, la plupart de ces layers 2 ont des tokenomics pas terribles, avec un faible pourcentage de tokens en circulation, et donc une grosse différence entre leur market cap et leur valorisation si tous les tokens étaient émis. Ce qui signifie généralement qu'il y aura une très grosse inflation sur le token dans les prochains mois. On peut ajouter à ça que vu qu'il y a beaucoup de layers 2, les liquidités des investisseurs sont très divisées entre ces différents layers 2, ce qui n'est pas propice à la prise de valeur de tous les layers 2. En plus de ça, Ethereum est un peu boudé actuellement, donc les layers 2 d'Ethereum aussi. Mais je pense que les gens ne se rendent pas compte de ce qu'est Ethereum, donc à mon avis, ça peut vite changer. Mais voilà, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, je pense que les layers 2, c'est plutôt un narratif de flamme. Après, si Ethereum reprend des forces, je pense que les meilleurs layers 2 du moment peuvent tout de même tirer leur épingle du jeu. En ce moment, c'est l'écosystème autour d'Optimism qui se développe très bien, notamment car le layer 2 Base, qui est le layer 2 créé par le plus gros exchange de crypto américain appelé Coinbase, fait partie de son écosystème. Sachant qu'en plus, une partie des revenus de l'écosystème de la Superchain sont redistribués à Optimism, ça en fait pour moi un des layers 2 les plus intéressants d'un point de vue spéculatif. On peut aussi parler du narratif des alt-VM, donc des machines virtuelles alternatives de l'EVM, qui est la machine virtuelle utilisée par Ethereum. Ici, ça va commencer à être un peu trop technique pour cette vidéo, et c'est pas le but. Donc en gros, on va juste dire que la machine virtuelle d'Ethereum, qui est l'environnement qui va servir à exécuter des transactions, a été créée il y a longtemps maintenant, et n'est plus très optimisée. Du coup, il y a des projets qui sont en train de créer des layers 2, mais avec des machines virtuelles différentes et bien plus puissantes. Pour l'instant, la majorité de ces alt-VM ne sont pas encore live, donc il n'y a pas vraiment d'engouement spéculatif. Mais peut-être que quand ces alt-VM sortiront en production, on pourra voir qu'elles permettent de rendre Ethereum vraiment plus scalable, ce qui créera un engouement autour de ce narratif et de leurs tokens. Les projets les plus connus de cette catégorie sont par exemple le projet Movement, le projet Eclipse. Après, dans ce narratif, on pourrait aussi inclure des projets qui prennent la machine virtuelle d'Ethereum et qui viennent booster à fond ses performances, comme Mega ETH pour n'en citer qu'un.
Ensuite, on a aussi le narratif de la data availability. Là aussi, on va être sur un narratif très technique. En gros, pour vulgariser, dites-vous que pour stocker la donnée sur Ethereum, ça coûte très cher. Du coup, l'idée, c'est d'avoir des solutions pour stocker la donnée ailleurs, pour réduire drastiquement les coûts de ce qu'on appelle la data availability. Le projet leader pour l'instant de cette catégorie, c'est le projet Celestia. On a aussi d'autres projets prometteurs comme Avail ou EigenDA qui créent leur solution de data availability, mais de façon un peu différente, donc avec leurs avantages et leurs inconvénients. Après voilà, pour moi, c'est pas forcément un narratif que je conseillerais à un débutant non plus, car même si c'est une brique technologique essentielle, ça reste un narratif compliqué avec des projets qui n'ont pas forcément des tokenomics incroyables. Après, on peut parler du narratif des roll-up as a service. Pour les débutants, retenez juste qu'un roll-up en gros c'est un layer 2, et donc les roll-up as a service, ce sont des solutions qui vont permettre de très facilement créer des genres de layer 2. En gros, sans connaissance technique, on va pouvoir aller sur une de ces solutions et choisir chaque brique technologique qu'on veut aussi facilement que si on remplissait un formulaire. L'idée c'est donc vraiment de rendre très accessible la création de roll-up, de layer 2. Ici aussi on est donc sur un narratif encore assez niche, où c'est vraiment compliqué de déterminer quelles sont les meilleures solutions. C'est pour ça que c'est clairement pas un narratif adapté pour un débutant qui entre dans le marché. Mais je dirais que dans les projets leaders de ce secteur, on retrouve des projets comme Anchor, Altlayer ou Conduit. Un des autres secteurs que je considère comme un sous-narratif du narratif modulaire, c'est celui du risk-taking. Pour comprendre ce que c'est le risk-taking, faut savoir que c'est très compliqué pour un projet qui se lance d'avoir une grande sécurité économique pour protéger leur blockchain d'attaque ou de hack. Du coup, l'idée du risk-taking, c'est de réutiliser la sécurité économique d'Ethereum pour venir sécuriser d'autres blockchains proof of stake. Et le projet leader qui a créé ce concept, c'est Eigenlayer. Pour moi, Eigenlayer est un projet ultra intéressant avec un très fort potentiel et on peut voir qu'il y a déjà une multitude de projets qui se lancent en utilisant la technologie de risk-taking d'Eigenlayer. Après, on peut noter qu'il existe aussi une multitude de protocoles de liquid risk-taking, mais je vais même pas prendre le temps de vous expliquer ce que c'est, car pour moi c'est vraiment pas un truc pour investisseurs débutants ou intermédiaires. Pour finir sur la modularité, on peut citer le narratif de l'interopérabilité. Après, ce narratif n'est pas exclusif à la modularité ou à Ethereum, car l'interopérabilité, c'est une problématique fondamentale commune à toutes les blockchains. En gros, l'interopérabilité, c'est le fait que toutes les blockchains puissent communiquer entre elles et que les utilisateurs puissent facilement faire des transactions entre chaque blockchain. C'est donc une brique technologique essentielle pour l'adoption des blockchains et pour drastiquement améliorer l'expérience utilisateur. D'ici quelques années, je pense que les meilleurs projets auront fini par imposer leurs standards de communication qui seront réutilisés par la majorité des blockchains. Les projets leaders de ce narratif sont actuellement Axelar, Wormhole et Layer 0. Après, on va avoir de plus petits projets comme Across, et sinon un projet intéressant qui n'a pas encore sorti de token, c'est Hyperlane. Ensuite, pour repasser à des narratifs hors modularité, on peut citer la DeFi, c'est-à-dire la finance décentralisée. La DeFi, c'est l'idée que des services financiers peuvent être fournis de manière décentralisée sans intermédiaire grâce à la blockchain. Ces services financiers, ça peut être du prêt et de l'emprunt décentralisé, et ça peut être d'échanger des actifs sur des DEX, c'est-à-dire sur des échanges décentralisés. Comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo, la DeFi est un des narratifs majeurs de 2020-2021, et ce qui a suscité énormément d'engouement, c'est en partie qu'à l'époque, il y avait des protocoles qui offraient de rendements gigantesques en émettant énormément d'inflation. J'ai mis 3 flammes sur ce narratif, car même si c'est pas le narratif le plus sexy possible pour quelqu'un qui n'est pas familier avec la finance ou la crypto, ça reste quand même l'un des piliers de notre écosystème, et c'est un secteur qui regroupe une partie des cas d'utilisation les plus solides et pertinents de la crypto et de la blockchain. Niveau projet et crypto, le leader dans les secteurs du prêt et de l'emprunt, c'est incontestablement Aave. Pour obtenir du rendement à travers différentes stratégies, on a le projet Pendle qui est pas mal. Niveau échange décentralisé, on a Uniswap qui est le leader sur Ethereum et Jupiter qui est le leader sur Solana. Et puis sinon, on peut aussi citer Aerodrome qui est le DEX principal de Base, le layer 2 qui est de plus en plus utilisé. Un autre narratif à 3 flammes selon moi, c'est celui autour de Bitcoin et de son écosystème. En gros, ça va être toutes les solutions qui permettent plus ou moins de faire de la DeFi avec Bitcoin et tous les pseudo layer 2 de Bitcoin. Je dis pseudo layer 2 car aujourd'hui, c'est pas encore possible de faire de vrais layer 2 sur Bitcoin. Je pense que c'est un narratif avec un très bon potentiel, car Bitcoin est incontestablement et de loin le roi du marché crypto, c'est l'actif le plus sécurisé, le plus décentralisé. Donc ça peut faire sens d'avoir des projets qui viennent utiliser cette sécurité et cette décentralisation, ou qui viennent apporter des solutions de rendement pour les détenteurs de BTC par exemple. Le gros problème pour moi pour l'instant avec ce narratif, c'est que les projets affiliés à ce narratif qui ont déjà sorti leur token sont pas forcément incroyables. On va avoir des projets qui se catégorisent en tant que layer 2, comme Stacks, qui est la sidechain de Bitcoin la plus connue. Je peux citer d'autres pseudo-layer 2 plus récents comme Merlin, mais honnêtement, j'ai aucune idée de ce que Merlin vaut par rapport aux autres pseudo-layer 2 récents. Mais pour moi, le projet leader de loin de cette catégorie, c'est le projet Babylon. Ce projet n'a pas encore sorti de token, mais c'est selon moi le futur leader, avec la technologie la plus intéressante, et j'en ai fait une vidéo ultra complète si ça vous intéresse. Après voilà, gardez en tête qu'on n'a pas encore d'infos sur sa tokenomics, donc faut pas y aller les yeux fermés non plus. Le 14e narratif de cette vidéo, ça va être celui des Layer 1. Les Layer 1, c'est le terme qu'on emploie pour désigner les plateformes sur lesquelles on va pouvoir déployer des smart contracts. En gros, ce sont les infrastructures blockchain qui vont pouvoir accueillir des applications décentralisées. C'est Ethereum qui a été pionnier dans ce domaine et qui a inventé le concept de smart contract.
Mais aujourd'hui, il existe plein de Layer 1 différents. J'ai mis 3 flammes à ce narratif, car comme j'ai dit, ces projets sont les fondations du Web3. Toutes les applications qu'on va pouvoir utiliser en crypto sont basées sur ces Layer 1, donc si ces Layer 1 réussissent à attirer beaucoup de développeurs, d'applications et d'utilisateurs, dans l'idée, ils ont une très grande valeur. C'est pour ça que de nombreux Layer 1 émergent chaque année, ayant pour but d'apporter une technologie toujours meilleure, toujours plus rapide, toujours plus sécurisée, toujours plus attractive pour les développeurs. Le roi des Layer 1, c'est donc Ethereum, et le deuxième Layer 1 qui a énormément fait parler de lui ces dernières années, et qui a selon moi aussi un gros potentiel, c'est Solana. Il y a même des gens qui pensent que Solana pourrait dépasser Ethereum en 2025 en termes de capitalisation. Je suis pas du tout de cet avis, mais je suis ouvert au débat. On va aussi avoir les 2 Layer 1 plus récents créés par des anciens de chez Facebook, qui sont Sui et Aptos, qui apportent un nouveau langage de programmation et qui sont censés être ultra scalables. Après, il n'y a pas que qui ont un focus sur la scalabilité, on va aussi avoir des projets comme Sei, Sonic ou Monad qui utilisent la parallélisation des transactions pour aller très vite. On peut aussi citer le Layer 1 Toncoin, qui est la blockchain affiliée au réseau social Telegram, qui peut donc bénéficier de la puissance de frappe de Telegram. On peut citer Kaspa, qui ne gère pas encore les smart contracts, mais qui est une Layer 1 en proof of work qui a un potentiel de scaling énorme via son architecture innovante. Après évidemment, il y a plein d'autres Layer 1. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre Layer 1 préféré d'ailleurs. Et si ce format de vidéo un peu plus orienté débutant vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, ça ferait très plaisir. Le 15e narratif, j'aurais aimé ne pas avoir à en parler, mais c'est le narratif des meme coins. Les meme coins, ce sont des cryptos créés comme des blagues ou comme des hommages à la culture d'internet, qui n'ont aucune réelle utilité, mais qui peuvent prendre de la valeur grâce à leur engouement communautaire. Et le truc, c'est que les meme coins ont prouvé durant tout 2024 que c'était un des top narratifs en surperformant la plupart des autres narratifs. Je suis donc un peu obligé, mais à contre-cœur, de mettre 3 flammes à ce narratif, car factuellement, il a beaucoup trop performé pour que je mette moins. Mais gardez en tête que c'est vraiment un narratif encore plus spéculatif que les autres. Si vous n'êtes pas expert en meme coin, je vous déconseille fortement d'essayer de parier sur des meme coins à faible capitalisation, car vous avez 95% de chances de vous brûler les ailes et de perdre encore plus d'argent qu'avec les autres cryptos. Après voilà, c'est pas non plus déconnant vu les performances passées d'avoir un tout petit pourcentage de son wallet en meme coin. Mais encore une fois, si vous êtes débutant ou intermédiaire, n'allez pas chercher des meme coins avec des capitalisations trop basses, restez sur les leaders du narratif. Vous avez les meme coins OG comme Doge ou Shiba, mais qui peuvent pour certains paraître un peu dépassés. Sinon, les gros meme coins plus récents de ce cycle, ce sont le PP, le Popcat et le WIF. Oui, je sais, il existe plein d'autres meme coins, mais cette vidéo s'adresse aussi aux débutants, et j'ai absolument pas envie de leur dire que c'est une bonne idée d'aller all-in dans des trucs comme ça. Si ça ne tenait qu'à moi, ce narratif serait tout en bas du classement. Le 16e narratif, c'est un des nouveaux narratifs de ce cycle, et sûrement un des plus pertinents, c'est le narratif appelé RWA pour Real World Assets, en français, actifs du monde réel. Ça fait donc référence à la tokenisation d'actifs du monde réel sur la blockchain. En gros, c'est par exemple le fait de prendre de l'or, de l'immobilier ou des actifs financiers traditionnels et de les tokeniser, c'est-à-dire de les inscrire sur la blockchain. Ça a tout un tas d'avantages de faire ça, comme de permettre une bien meilleure accessibilité à ces actifs, d'améliorer la liquidité de ces actifs, de réduire les frais, d'améliorer la transparence, etc., etc. Si vous voulez tout savoir sur ce narratif, j'en ai aussi fait une vidéo complète. Le secteur des Real World Assets peut atteindre selon BCG plus de 15 000 milliards de dollars d'ici 2030. Et il y a les plus gros acteurs de la finance traditionnelle qui s'y intéressent fortement et qui créent des solutions là-dedans, comme BlackRock eux-mêmes. Il y a aussi plein de projets Web3 qui développent des solutions dans ce secteur, notamment dans la tokenisation d'or, dans la tokenisation de bons du trésor américain ou dans la tokenisation de crédit. C'est pour toutes ces raisons que j'ai mis 3 flammes à ce narratif. Selon moi, le problème majeur avec ce narratif, c'est qu'il n'y a pas des masses de projets Web3 très intéressants dans ce secteur et qu'ils ont pour la grande majorité des tokenomics effrayantes. En gros, la plupart des projets RWA ont des tokens, mais qui ne servent quasiment à rien. Le projet leader de ce secteur, c'est Ondo Finance, et voilà, faut savoir que ce projet illustre bien le fait d'avoir un token quasi inutile. Après, on va avoir des projets comme Maker, qui propose un stablecoin backé par une grande partie de RWA. On a aussi Ethereum, qui est pour moi la plateforme ultime pour les RWA, car c'est Ethereum que les institutionnels comme BlackRock utilisent pour lancer leurs produits de tokenisation de RWA. Sinon, on peut aussi mentionner les projets qui font du prêt et de l'emprunt institutionnel, comme Maple Finance, qui est pour l'instant un de mes projets préférés de ce narratif. Le 17e narratif a un nom qui peut faire peur, et vous allez voir qu'il est très intéressant. C'est le narratif DePIN, acronyme de Decentralized Physical Infrastructure Network. DePIN, c'est donc le terme utilisé pour décrire des réseaux blockchain décentralisés qui utilisent un token pour inciter leur communauté à mettre sur pied un réseau d'infrastructures physiques. Ces DePIN, ça peut donc être des réseaux de bornes de chargement de véhicules électriques, des réseaux de panneaux solaires, des réseaux d'antennes 4G ou des réseaux de GPU. Je trouve que c'est un narratif qui fait vraiment sens, car grâce aux DePIN, on va pouvoir mettre sur pied de façon décentralisée et communautaire des réseaux bien plus rapidement que les entreprises centralisées, tout en cassant potentiellement les coûts. Par exemple, il existe des réseaux DePIN qui permettent de cartographier les rues, et grâce au système et au mécanisme des DePIN, ces réseaux peuvent permettre de cartographier les rues bien plus rapidement que les quelques voitures de Google Maps.
C'est un narratif qui a vraiment émergé ce bullrun, mais en vrai, il existait déjà des projets d'épines avant, c'est juste qu'on n'avait pas posé ce terme dessus. On avait par exemple des projets comme Filecoin, qui peut être considéré comme un d'épines, car il utilise un réseau décentralisé peer-to-peer pour fournir une solution de stockage. Et depuis quelques années, on a l'émergence de tout un tas de projets qui mettent à disposition des dépines de ressources digitales, comme Filecoin, ou des dépines de ressources physiques, comme les réseaux de bornes de chargement pour voitures électriques. Les dépines qui ont pour moi un potentiel spéculatif assez intéressant, ce sont les dépines de GPU. Donc des projets comme IONET ou Akash Network, car ils vont créer des réseaux décentralisés de GPU pour fournir de la puissance de calcul, pour offrir des alternatives moins chères et potentiellement plus efficaces que les services de cloud centralisés. Les GPU, je rappelle que c'est la ressource informatique nécessaire pour faire de l'IA, donc ces projets sont à cheval entre les narratifs d'épines et IA, qui sont pour moi parmi les deux meilleurs narratifs de ce bullrun. Ensuite, on ne peut pas parler de d'épines sans Peak, qui est un projet qui se caractérise comme Layer 1 spécialisé pour accueillir tout un tas de projets d'épines. Et pour l'instant, ils réussissent plutôt bien leur pari, car de nombreux projets d'épines choisissent Peak comme infrastructure. On peut aussi citer Solana, qui est une bonne infrastructure pour les d'épines. D'ailleurs, le token de Peak vient tout juste d'être lancé, ou n'est même pas encore lancé si vous regardez la vidéo avant le 12 novembre. Donc si ça vous intéresse que je fasse une vidéo pour parler de ça, et vous présenter son écosystème et les opportunités d'airdrop, faites-le moi savoir en commentaire et en vous abonnant à la chaîne. Pour finir en beauté, on peut aborder mon narratif préféré, celui de l'intelligence artificielle. Je vais pas trop m'attarder sur ce narratif, car je viens tout juste de sortir une vidéo ultra complète dessus, où je vous présente la map que j'ai faite moi-même, qui comporte plus de 150 projets IA prometteurs. Donc je vous conseille vraiment d'aller la voir après cette vidéo. Mais rapidement, l'IA est probablement la plus grande révolution technologique de ce siècle, et la blockchain et la crypto en sont une autre. Donc l'alliance entre crypto et IA peut s'avérer explosive, que ce soit d'un point de vue spéculatif ou innovation. Je pense qu'il y a des cas d'utilisation vraiment intéressants à la convergence entre ces deux secteurs. Pour l'instant, le projet leader de ce narratif qui prend une bonne place dans mon portefeuille, c'est BitTensor, car c'est pour l'instant le projet IA qui a le meilleur effet de réseau, avec un grand nombre de projets IA qui choisissent BitTensor pour se développer. On a aussi le projet NIR, qui est bien placé pour être l'un des plus gros Layer 1 pour l'IA, et qui pour l'instant joue le rôle d'incubateur de tout un tas de projets IA très prometteurs. Mais encore une fois, si vous voulez connaître tous les futurs projets IA avec le plus de potentiel, il faut vraiment regarder ma dernière vidéo là-dessus. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour de tous les narratifs majeurs. Vous pouvez voir qu'il y en a vraiment pas mal, sachant que je les ai pas tous abordés. On a par exemple le narratif de la DeSci, c'est-à-dire de la science décentralisée, on a celui des oracles, on a celui de la chain abstraction, mais je pense avoir abordé les principaux. Après, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que j'ai oublié un narratif important. Et sachez qu'il y a sûrement de nouveaux narratifs dont on ne parle pas encore qui apparaîtront en 2025. Avant toute chose, je précise que je ne suis pas conseiller en investissement. Vous en avez peut-être marre de l'entendre, mais c'est ultra important. Je ne suis qu'un simple investisseur particulier. Je n'ai même pas une très grande expérience en investissement, je m'intéresse simplement beaucoup aux cryptos et je vous partage mes recherches sur YouTube. Mais voilà, si je peux vous donner quelques astuces pour les profils qui ne sont pas experts en crypto, je pense que pour se diversifier et optimiser ses chances de faire du profit, ça peut être intéressant de sélectionner les 4-5 narratifs qu'on trouve les plus prometteurs, de choisir une ou deux cryptos pour chaque narratif. Comme je vous ai déjà dit, n'essayez pas d'aller chercher les cryptos à faible capitalisation, restez sur les leaders de narratifs, ça sera amplement suffisant et ça vous empêchera de faire complètement n'importe quoi. Après, gardez en tête que si vous êtes débutant, vous pouvez aussi rester sur un portefeuille Bitcoin ou Bitcoin et Ethereum, et ça sera déjà un très bon début. Mais voilà, si vous êtes prêt à prendre des risques et à perdre votre investissement de départ, ça peut être rémunérateur d'allouer un pourcentage de son portefeuille sur chaque narratif majeur. Personnellement, je crois beaucoup au narratif IA et au narratif d'épines, donc j'ai une belle partie de mon portefeuille là-dedans, mais voilà, je suis extrêmement biaisé. Et j'ai aussi une petite partie allouée à la DeFi, au gaming, aux blockchains modulaires, au RWA et au Layer 1. Maintenant, j'ai aussi d'autres disclaimers très importants à faire. Cette vidéo, c'est un genre de screenshot de mon opinion sur les narratifs à l'instant T. La crypto est un milieu qui évolue très vite. Les narratifs du moment peuvent très vite se démoder et laisser place à de nouveaux narratifs plus tendance. Il y aura forcément des rotations de narratifs en 2025. C'est donc très fort probable que mon avis évolue sur certains narratifs dans les prochains mois, et même peut-être sur quels sont les crypto leaders de chaque narratif. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur ce que j'ai dit dans cette vidéo, il n'y a aucun souci, pas besoin de vous énerver en commentaire, on peut très bien en discuter. Pareil, ça sert à rien de râler en commentaire si j'ai pas parlé spécifiquement de votre crypto pépite sur un certain narratif, vous pouvez simplement dire en commentaire quel projet vous auriez trouvé pertinent que je cite, en expliquant pourquoi, je suis très ouvert à découvrir de nouveaux projets. Mais si ce format de vidéo un peu plus pour les débutants vous a plu, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne, et si vous voulez en apprendre plus sur les narratifs ou sur des projets en particulier, j'ai fait des tas de vidéos là-dessus sur ma chaîne YouTube.